Bonjour. La plupart d'entre vous, j'imagine, savent ce qu'est ce que l'on appelle l'effet papillon. L'effet papillon, c'est un papillon bat des ailes à un endroit et ça provoque un ouragan à un autre. C'est une image, bien sûr, mais cela veut dire que lorsque tous les éléments sont liés, un événement qui se produit à un endroit va provoquer à un autre des conséquences. Des conséquences qui peuvent être sans rapport de proportion avec l'événement de départ. Vous voyez bien, entre le battement des ailes d'un papillon et un ouragan, l'écart de violence qu'il y a entre les deux. Eh bien, c'est ce qui arrive à tous les systèmes qui sont à la limite de l'équilibre. Une petite perturbation à un endroit va provoquer une très grande perturbation à un autre. Imaginez-vous un tas de sable sur lequel tombent des grains de sable un par un. Eh bien, un seul grain de sable, à un moment donné, va tomber et déclencher une avalanche de grains de sable. Eh bien, toute la situation politique de la France est à la merci aujourd'hui d'un effet papillon. Pourquoi? Parce que tout ce qui compte pour la France est arrivé à la limite de l'équilibre et entré déjà dans la zone où une petite perturbation peut produire un effet considérable. Bien sûr, c'est d'abord avec sa politique, la stabilité de sa politique. Il y a un gouvernement illégitime. Alors vous êtes d'accord pour dire que dans une démocratie, un gouvernement qui n'est pas légitime, qui n'a pas la confiance de l'Assemblée nationale, qui n'a pas été désigné par le vote populaire, qui est incapable d'avoir une majorité à l'Assemblée, et comment pourrait-on dire de manière pas trop dramatique, à la limite de l'équilibre. Eh bien, cet équilibre va nécessairement se rompre parce qu'on ne peut pas, en démocratie, faire vivre longtemps un gouvernement qui n'est pas voulu par le peuple, qui n'est pas adoubé par une assemblée de parlementaires, etc., etc. Eh bien, on sait à peu près à quel moment ce gouvernement va être à la merci d'un effet papillon. Cet effet papillon, ce sera le vote des députés lorsque ce gouvernement va devoir déposer un 49.3 pour faire passer le budget qui sera revenu du Sénat. Comme vous le savez, ce budget auparavant a été profondément transformé par l'Assemblée nationale. Il va être de nouveau profondément transformé dans l'autre sens par le Sénat. Et tout ça va revenir à l'Assemblée nationale, où il n'y a pas de majorité pour le gouvernement, et où donc le gouvernement va devoir déposer un 49.3. Et comme il y aura un 49.3, la réplique, c'est la motion de censure. Et cette motion de censure a aujourd'hui de très grande chance, de très grande probabilité, une très grande probabilité d'être adopté. À ce moment-là, le gouvernement tombera. Et s'il tombe, tombe avec lui son projet de budget. Et donc, à partir du mois de janvier prochain, le pays sera gouverné par un budget qui représentera un 12e, mois par mois, de ce qu'il était dans l'année précédente. D'accord? Ça peut paraître un peu compliqué, mais ça se comprend assez facilement, je pense, si on y réfléchit. À ce moment-là, nous aurons une conséquence gigantesque. C'est que le président de la République devra trouver un Premier ministre qui trouve lui-même une majorité dans l'Assemblée. Or, cela n'existe pas. Il n'existera donc qu'une seule et unique possibilité de revenir aux urnes et de redemander au peuple français quelle est sa conclusion politique, ce qu'il veut que l'on fasse dans ce pays. Et cette conclusion sera que c'est le président de la République qui doit s'en aller, pour qu'on puisse voter, puisqu'on ne peut plus voter, parce qu'il ne peut pas y avoir de dissolution de l'Assemblée nationale avant le mois de juin prochain. Par conséquent, rendez-vous pour l'effet papillon entre le 15 et le 21 décembre, le gouvernement étant appelé à tomber. Premier effet papillon, de conséquences tout de même assez importantes pour notre pays. Un autre effet papillon est que la multiplication des plans sociaux, on appelle ça comme ça, c'est-à-dire des plans de licenciement, s'avère être en réalité beaucoup plus massif que ce qui avait d'abord été annoncé. On avait d'abord pensé que c'était 1, 2, 3, 4, 5 cas qui pouvaient se présenter dans le pays, puis on a entendu parler d'une vague que l'on estimait à 60 000, 70 000 emplois supprimés, et maintenant on nous parle carrément de 300 000 emplois. Si bien que cela met à nu une situation totalement intolérable, c'est qu'on découvre que dans le tas, il y a toutes sortes d'entreprises qui ont bénéficié des effets du crédit d'impôt recherche qui a été inventé par M. Hollande, qui sont des crédits d'impôt considérables, qui ont profité d'une manière assez ridicule, non pas d'abord à l'industrie, mais aux services financiers et aux grandes surfaces commerciales, tellement cette affaire a été mal montée et mal gérée, et que légitimement les gens se disent « mais c'est quand même pas possible
qu'on ait donné de telles masses de crédits d'impôt, de cadeaux fiscaux à ces entreprises pour qu'on les retrouve en dividendes, c'est-à-dire en argent donné à leurs actionnaires, et qui, par-dessus le marché, délocalisent. Si bien que même le chef du gouvernement, M. Barnier, en est venu à dire « il va falloir qu'on s'interroge pour savoir ce qu'ils ont fait de cet argent ». Naturellement, c'est une formule totalement creuse. L'État n'a nullement le droit de demander à une entreprise ce qu'elle fait de l'argent. Il a le droit de lui demander de payer ses impôts correctement, il a le droit de le vérifier, mais il n'a pas le droit de lui demander ce qu'il compte faire avec son argent. Et ça, c'est le régime de la sacro-sainte propriété privée qui le permet, voyez-vous. Donc, quand il a dit ça, ça ou rien, c'est pareil. Sauf que, d'une certaine manière, il nous a donné raison à nous, qui depuis le début disons, non, il ne faut pas donner d'argent aux entreprises si on n'exige pas des contreparties. C'est-à-dire une garantie d'emploi, par exemple, ou une garantie environnementale, par exemple, aussi. On leur a rien demandé, on leur a donné l'argent, et après, hop, on espérait que ça ruisselle en activité. Il ne s'est rien passé de tout ça. Tout cet argent a été accaparé et distribué à quelques personnes. Eh bien, là aussi, il y a la menace d'un effet papillon. Quand il y a 4, 5, 6 entreprises, bon, il y a une certaine possibilité d'une résignation générale. C'est pas ça qu'on voit. On a vu déjà, par exemple, les travailleurs de chez Michelin se déplacer depuis leur usine pour aller à Clermont-Ferrand, au siège central de Michelin, et exprimer une colère assez déterminée entre plusieurs sites de production Michelin. Ils ont raison d'être en colère, puisque la production va continuer dans des pays étrangers grâce au financement de l'argent des Français. Et puis, c'est un cas quasi caricatural, puisqu'il y a eu une abondante et généreuse distribution de dividendes dans cette entreprise. Et puis, c'est encore une démonstration de quelque chose de terrible, puisque ce n'est plus Michelin qui possède Michelin, ce sont les fonds de pension nord-américains, pour qui faire des pneus, des castagnettes, tout ce qu'on veut, du moment que ça rapporte de l'argent, c'est la seule chose qui les intéresse. Et ils peuvent demain quitter Michelin comme ils y sont venus d'un seul coup. Si bien que toutes les raisons de la colère sont là. Mais quand vous passez d'un certain nombre d'entreprises à 67 000 et ensuite 300 000, il faut que les pouvoirs publics comptent sur le fait que personne ne se défendra, ou bien que personne ne se défendra jusqu'au bout. Car il y a à craindre que non seulement ceux qui sont jetés à la rue, condamnés à la mort sociale par ces licenciements, ne viennent voir leur nombre renforcé par tous ceux qui seront dans les conséquences. Quoi? Eh bien, quand une entreprise ferme un endroit, si c'est dans une petite ville, ou si c'est des fois même dans un village, eh bien, ensuite, c'est tout le commerce local qui est touché. C'est toutes les activités locales qui sont touchées. Donc, quand on parle de 300 000 personnes qui perdraient leur emploi, on peut en ajouter encore plusieurs dizaines de milliers qui le perdront aussi, du fait qu'il n'y a plus ce pouvoir d'achat, cette capacité de consommation. En France, la richesse produite, c'est pour moitié l'activité du pays. 53% de l'activité du pays résulte de la consommation populaire. Ce n'est pas rien. Par conséquent, dans cette situation, toute la situation sera à la merci de ceux qui, les premiers, dans une entreprise qui ferme, iront occuper ou bien l'entreprise elle-même, ou bien des ronds-points aux alentours, créant ainsi l'effet domino que l'on connaît de contagion quand il y a des mobilisations sociales dans notre pays et qu'elles atteignent un certain niveau d'intensité. Ce sera l'effet papillon social sur la situation politique française parce que, à ce moment-là, en plus, il n'y aura plus de gouvernement. Ou il y aura un gouvernement qui gérera les affaires courantes. Autre effet papillon, dans l'agriculture. Vous avez dû entendre parler, comment pouvait-on y échapper, au fait qu'il y a un accord qui est en train de se préparer, un accord de libre-échange entre le Mercosur et l'Union européenne. Le Mercosur, c'est un marché qui regroupe les pays du sud du sous-continent américain, la zone Amérique latine, où il y a le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay, le Paraguay et d'autres pays qui sont entrés dans le Mercosur. Mercosur, marché du sud de l'Amérique latine. Bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce traité? Eh bien, la liberté d'échange, c'est-à-dire la réduction des droits de douane de plus de 90% de ces droits de douane en valeur, on va les diminuer de 90% sur un certain nombre de produits. Ça veut dire que quand ils arriveront chez nous, les droits de douane auront été abaissés, et quand les nôtres arrivent chez eux, les droits de douane ont été abaissés. Évidemment, ce n'est pas les mêmes produits. Alors, ils vont abaisser très fortement les droits de douane sur les automobiles. Et évidemment, nos amis allemands se frottent les mains parce qu'ils vont pouvoir exporter beaucoup
de leurs grosses voitures là-bas, et c'est pour eux l'intérêt de cet accord. Pour nous les Français, il n'y a aucun intérêt à ces accords. Pourquoi? Parce que vont arriver chez nous des dizaines de milliers de tonnes de divers produits que nous produisons nous-mêmes et qui sont déjà en concurrence sur le sol européen entre pays européens. Par exemple, la volaille. Bon, pour faire de la volaille, c'est pas un produit technologiquement très compliqué à faire vivre. Et d'ailleurs, la volaille est élevée dans des conditions monstrueuses, vous le savez comme moi, ces pauvres poules ayant, quand elles sont dans des élevages en batterie, pour vivre la surface d'une feuille de papier comme ça. Alors vous imaginez une poule là, une poule normalement ça peut vivre 3 ans, dans ce type d'élevage, au bout de 12 mois, il n'y en a plus de poule. Hein. Et elle est donc vendue comme un sous-produit des œufs. Bref, il y a aujourd'hui un marché qui est déjà submergé par les productions ukrainiennes. Ils font la guerre, mais ils font aussi des poules. Et les poules arrivent, il y en a pour plus de 300 000 tonnes, je crois, qui arrivent comme ça vers nous. Eh bien, il va en arriver encore plusieurs dizaines de milliers, voire, je crois, 2 centaines de milliers de tonnes de l'Amérique latine. Or, nous sommes parfaitement capables de produire de la volaille. Je suppose que tout le monde le comprend. Et la France n'est plus autonome sur le plan alimentaire. Or, la première consommation de viande blanche, c'est la volaille. Vous savez, il y en a tellement sur la planète. Vous savez combien il y en a? On n'est pas beaucoup à le savoir comme ça de mémoire, mais moi, ça m'a paru tellement consternant. Il y en a 23 milliards de poules qui sont abattues chaque année dans le monde. Il y a un gars, un scientifique, qui a dit on va pouvoir appeler ça l'ère des poulets parce qu'il y a des os de poulets partout sur la planète. Il y en a plus d'os de poulet que de n'importe quoi d'autre. Bref, c'est une production, la nôtre, qui va être foudroyée par l'arrivée de cette volaille à bas prix qui va arriver d'Amérique du Sud et se confronter avec celle qui arrive déjà à bas prix et qui arrive d'Ukraine. Par conséquent, eh bien, la production de volaille en France sera durement touchée et avec tous les gens qui travaillent ou qui vivent de la volaille. Ainsi, c'est un exemple. Mais la même chose va se présenter pour la viande. Alors la viande, vous imaginez, tout le monde a entendu parler de la viande argentine et se figure des bêtes courant dans la pampa et vigoureuses et produisantes, une viande pour ceux qui aiment ça, très savoureuse. Mais on ne parle pas de ça. On parle d'immenses usines où on peut mettre jusqu'à 10 000 bêtes qui sont là parquées, à qui on fait manger du soja, planté sur place, lequel est stimulé aux hormones comme le sont les vaches elles-mêmes. Alors, cette masse immense de viande va venir à bas prix parce qu'elle est produite à bas prix comparée aux productions françaises qui sont faites sur le sol de la France et qui sont l'activité principale de toutes sortes de gens dans le pays, depuis le boucher qui le vend, jusqu'au gars ou à la fille qui élève les bêtes, qui s'en occupe, à ceux qui, bien sûr, apportent les différents compléments alimentaires qui sont nécessaires pour ces animaux, etc., etc. Donc il ne faut pas juste considérer la vache ni sa vente. Hein. Il faut considérer l'ensemble des métiers qui tournent autour de l'élevage. Et si on veut avoir une production de viande dans des conditions qui soient écologiquement supportables, eh bien tout le monde doit en consommer moins, ou en tout cas en consommer de meilleure qualité, c'est-à-dire élevé dans des conditions qui ne sont pas artificielles, et naturellement pas avec des hormones. Alors on nous dit, mais vous savez, on va faire... on est malin, nous, on va mettre dans le traité ce qu'on appelle des effets miroirs. C'est-à-dire, si chez nous c'est interdit les hormones, personne ne laisse rentrer de viande qui comporte des hormones. D'accord? Alors ça fait joli dans la discussion et on vous dit, nous tenons bon, nous voulons renégocier l'accord dans cet état, ça veut dire sans nos clauses miroirs, nous ne l'accepterons pas. Eh bien, clause miroir ou pas, nous n'acceptons pas, nous. Et nous n'en voulons pas parce que nous n'y croyons pas une seule seconde. Il n'existe pas de viande qui arrive d'Argentine ou du Brésil ou de l'Uruguay qui ne comporte pas d'élevage aux hormones. Ça n'existe pas. Et la Commission européenne, elle-même, par la bouche de sa présidente, a dit que nous n'avions pas les moyens de contrôler, lorsque cette viande arrive en France, qu'elle ne comporte pas d'hormones. Alors, vu déjà le nombre de cochonneries qu'on absorbe dans l'eau potable, dans les nourritures de toutes sortes, les pesticides, etc., en plus, voici qu'après qu'on l'ait interdit, le retour du veau aux hormones pour tous les Français qui seront demain, sans le savoir, en train de manger une telle viande. On pourrait faire tout autrement. On pourrait se passer même du soja des Argentins. Mais il faudrait changer la manière de travailler la terre chez nous. Exemple, le soja. Pourquoi le soja? Pourquoi il y en a tant qui arrivent de l'extérieur? Vous voulez le savoir, je suppose, puisque c'est avec ça qu'on nourrit les animaux. On met du soja et on met du maïs. Alors le soja, c'est pour les protéines, et le maïs, c'est pour donner de l'énergie. D'accord?
Ça s'appelle ça des tourteaux de soja. On leur donne ça à manger aux bêtes. Pourquoi il y a tant de soja qui arrive de l'extérieur? Eh bien, parce que le soja est le seul végétal qui n'avait pas été mis dans les accords mondiaux que l'Union européenne, lorsqu'elle s'est créée, et que la politique agricole commune a été créée, le soja est la seule chose sur quoi il n'y avait pas de contrôle aux frontières. On avait dit, allez, on laisse passer, et c'était pour faire plaisir aux Américains à l'époque. Résultat de ce libre marché, eh bien, il n'y a plus de soja produit en Europe. Vous me direz, les conditions s'y prêtent moins, mais bon, venons à l'essentiel. Pourquoi du soja? Parce qu'il y a des protéines dedans. Qu'est-ce qu'on a, nous, comme possibilité pour donner à nos animaux si, par exemple, on ne peut pas faire de soja? Eh bien, on peut faire de la luzerne, on peut faire du colza. Et donc, nous pourrions produire en changeant la manière d'organiser la production. Donc, évidemment, en ne mettant pas en compétition avec des produits qui arrivent de l'extérieur, réalisés dans des conditions qui, elles, n'ont rien à voir avec ce qu'on ferait ici, eh bien, on pourrait, en France, dire, ben voilà, partout, on va mettre de la luzerne, il va y avoir des cultures tournantes, et ça va servir à nourrir le bétail dont on a besoin. Et on pourrait dire la quantité de bétail dont on a besoin, compte tenu d'une consommation dont, eh bien, il va falloir accepter de la payer, et déjà, elle est assez chère, mais de la payer et d'en réduire la quantité de production pour les raisons écologiques que l'on connaît, et puis parce que les paysans préfèrent élever leurs animaux dans des conditions plus sympas, en ayant du temps pour faire tout ça bien, dans de bonnes conditions. Donc je pense que nous autres, on pourrait déjà s'entendre entre nous assez facilement sur cette question. Alors revoilà, Mercosur. Mercosur va être signé. Vous avez les hypocrites et les menteurs. Les hypocrites, c'est le président de la République, M. Macron, qui dit « dans les conditions, nous n'acceptons pas ». Non, non, c'est pas « dans les conditions », c'est « nous n'acceptons pas, point final ». Parce qu'il n'y aura jamais de bonnes conditions, et nous n'avons pas besoin de faire venir de l'autre bout du monde des choses que nous savons produire sur place. Il vaut mieux vivre sur place de cette production que d'avoir recours à ces marchés. Alors quand vous voyez l'activité des paysans nourrit les Français, et ce n'est pas vrai, la France n'est plus autonome en production alimentaire, mais je dis justement aux paysans, ce que nous voulons, nous, c'est recréer les conditions de cette autonomie. Et nous savons d'ores et déjà que ce sera difficile de revenir à cette autonomie parce que vous n'êtes pas assez nombreux. Et si vous n'êtes pas assez nombreux, c'est parce que vous n'êtes pas assez bien payés. Et nous sommes d'accord pour mieux payer les efforts des paysans, à la condition qu'on ne nous demande pas de subventionner des productions pour le marché mondial. Et tous ceux qui ont joué le jeu du marché mondial savent qu'à tout moment, la tendance peut se retourner et tous les sacrifices qu'ils ont faits, tous les investissements qu'ils ont consentis peuvent se retrouver complètement sur leur dos. Vous voyez comment les Chinois ont poussé tant et tant de Bretons à produire des cochons pour la consommation des Chinois. Eh bien, ce n'est pas du tout une bonne idée. Parce que, bien sûr, au début, ça fait plaisir, on peut même s'endetter pour acheter des machines et pour mettre des lieux d'élevage, mais à la fin, qu'est-ce que ça donne? Ça donne que si les Chinois ne vous l'achètent plus, vous retrouvez que des cochons de tous les côtés et qu'il y a une telle pollution de la mer qu'il y a les effets que vous connaissez. Bref, il n'y a plus que 400 000 paysans dans notre pays. Et évidemment, les gros se cachent derrière les petits en disant tout ça n'est pas acceptable. Peu importe, ce que nous savons, nous ne voulons pas de ce traité. Et maintenant, je termine sur cette histoire de traité sur un point. La chose incroyable, c'est que, premièrement, nous n'avons pas le droit de lire ce qu'il y a dans le traité. Le texte du traité est arrivé au Parlement européen. Une seule personne par groupe avait le droit de lire le texte, pas le droit de copier, pas le droit de faire des photos, pas le droit d'en avoir une copie quelconque, ni même de ramener autre chose que des notes écrites au crayon de papier à la main. Manon Aubry était la seule Française à participer à cette rencontre et elle n'a eu l'autorisation de rien. Quand elle est sortie de la réunion, elle a commencé à le raconter, elle a fait une vidéo et c'est elle qui est menacée de sanctions parce qu'elle a fait cette vidéo pour protester. Donc cela signifie qu'une fois de plus, un texte va être adopté sans qu'on sache ce qu'il y a dedans et surtout sans que les parlements nationaux se soient prononcés. Donc vous autres qui m'écoutez en ce moment, peut-être y a-t-il parmi vous des paysans qui m'entendent. Ne vous laissez pas berner une fois de plus comme vous l'avez été tant de fois parce que vous avez eu la naïveté de faire confiance à des gens qui ne méritent pas votre confiance. Ne croyez pas que ce texte puisse vous procurer quoi que ce soit de positif. Cela procurera pour la très grosse production pour le marché mondial, mais pas pour la paysannerie dont nous avons besoin dans ce pays. Paysannerie familiale, paysannerie d'entreprise, mais surtout paysannerie dédiée à la production locale, excédentairement pour le marché s'il le faut, mais d'abord à la production locale. Exigez avec nous, nous les insoumis qui sommes les seuls à l'exiger, exigez
que le texte passe devant le Parlement français. Et si les Français ne veulent pas de cet accord, il ne s'appliquera pas à la France. Voilà ce qu'il faut faire d'urgence. Alors là, oui, le gouvernement est menacé du plus terrible des effets papillons. C'est-à-dire que quelqu'un finisse par se fâcher beaucoup, quelque part, dans cet ensemble de paysans qui sont à bout de nerfs, qui ont été exploités et maltraités de toutes les manières possibles et manipulés par les plus importants, qui les ont laissés mourir à petit feu et dorénavant se servent encore d'eux comme d'une vitrine pour se protéger. Vous devez impérativement exiger que le traité soit discuté devant le Parlement français, ou bien alors, c'est que nous ne sommes plus un peuple libre. Voilà les effets papillons dont je voulais vous parler, et je vais terminer par le pire d'entre eux. Alors là, j'aime mieux vous dire que le papillon, il est de grande taille. M. Biden, qui a perdu l'élection présidentielle sous la forme de sa vice-présidente, Mme Kamala Harris. M. Biden, voyant arriver M. Trump aux affaires à partir du mois de janvier, a décidé d'envoyer en Ukraine des armes dont il a donné l'autorisation aux Ukrainiens de s'en servir dès maintenant, qui sont d'un type très particulier, la possibilité de tirer depuis l'Ukraine jusqu'au cœur de la Russie avec des missiles qui sont capables de faire cette trajectoire. Eh bien, c'est quelque chose de terrifiant, car cela peut nous amener la guerre en un temps record, peut nous amener des destructions pour toute l'Europe. Si les Russes venaient à répliquer et que la réplique vienne à détruire des centrales nucléaires qui sont en Ukraine, tout le monde paiera cette folie. Nous sommes donc là suspendus à un effet papillon. Quelle va être la réaction de l'un ou de l'autre? Pourquoi sommes-nous dans cette situation? Parce que, comme M. Trump a annoncé qu'il veut faire arrêter la guerre en un mois, les Russes veulent prendre le plus de terrain possible, eux qui ont envahi l'Ukraine, et qui devraient en sortir le plus vite possible. Et de leur côté, les Ukrainiens tentent de se défendre par tous les moyens en empêchant les Russes d'avancer chez eux. C'est donc le moment le plus dangereux, parce que l'un et l'autre peuvent être livrés à des actes désespérés. Et là, l'effet papillon, il résultera de tout, de n'importe quoi. D'un missile qui tombe à l'endroit où il ne devrait pas trouver, ou de quelqu'un qui prend une décision absurde. Et vous savez comme moi que dans les guerres, des décisions absurdes, il s'en prend tous les jours. La guerre elle-même est une absurdité. Voilà, j'en ai fini avec les effets papillons qui menacent la stabilité de notre pays. De tous, vous le savez comme moi. L'effet papillon le plus grave pour chacun d'entre vous, c'est la petite chose qui vient perturber une vie quotidienne déjà suspendue au fil d'efforts de toutes sortes. C'est dans la vie de ces malheureux qui se retrouvent à la rue, qui n'ont plus de toit. C'est cette maman qui sort de la maternité avec son nouveau-né dans les bras et qui ne sait où aller parce qu'elle n'a pas de domicile. C'est la personne qui se dit que demain, elle n'aura plus d'emploi et plus de paye et qui se demande comment elle va faire face aux dépenses obligatoires qui participent de son existence, la maison, la voiture, que sais-je encore. L'effet papillon, alors, il est peut-être le résultat catastrophique dans une vie d'une cause toute petite, d'un petit malheur de plus dans cet océan de malheur. Pensons-y tous en nous rappelant que la politique, l'action politique, n'est pas un jeu. Ce qui est en cause, c'est la vie de millions d'êtres humains, chaque fois qu'une décision est prise. Voilà pourquoi cet effet papillon, je le redoute. Et la seule chose que nous pouvons y opposer, c'est notre action délibérée, volontaire, organisée. Qu'il en soit ainsi.